Alors, bonjour tout le monde. Alors, premièrement, je voulais remercier, en fait, le GIS Démocratie et Participation, Jean-Michel Fourniot et Loïc Blondiot et tout le comité de la revue de m'avoir invité aujourd'hui et aussi à faire le texte dans la revue. Je considère que c'est un peu un privilège de pouvoir faire l'état des questions dans son domaine. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir le faire. Ça m'a posé plusieurs questions, en fait. Voilà. Alors, mon constat de départ, c'est de me rendre compte que dans le domaine de l'administration des politiques publiques, en fait, le citoyen est très peu présent. On ne le voit pas nécessairement, on ne le voit pas comme étant quelqu'un, comme un acteur très influent dans l'élaboration précise des politiques publiques. Là où on peut voir un rôle, c'est souvent ce qu'on appelle, lorsqu'on essaye de départager les politiques publiques, on fait de façon un peu heuristique, on détermine des étapes, et donc une des étapes de départ, c'est la mise à l'agenda. Donc on va dire, bon, les citoyens peuvent avoir un rôle au moment, par exemple, de l'élection, ce qui peut amener, donc les citoyens comme électeurs peuvent avoir en fait comme effet de changer de façon qu'une politique publique va être conduite parce que l'élection d'un nouveau gouvernement ou un thème qui va être ressorti en campagne électorale va avoir un effet sur la suite d'une politique publique. Donc, c'est un petit peu comme de façon indirecte qu'on donne un rôle aux citoyens. Donc, un petit peu comme un acteur de second ordre. Donc, ça, c'est plutôt un constat empirique qui est fait dans la littérature sur l'administration et les politiques publiques. Il y a aussi une autre chose qui découle, pourquoi est-ce que le citoyen a un rôle très important, c'est la façon, et là c'est de plus d'un point de vue la manière de concevoir les politiques publiques, donc en fait la manière de concevoir en fait les espaces de formulation des politiques publiques. On le conçoit en fait dans ce domaine-là comme étant en fait comme la société, comme si elle était organisée en plusieurs secteurs spécialisés et organisée autour d'un nombre assez limité d'acteurs et d'institutions. Et ça a été assez souligné dans un texte de Pierre Muller et Sophie Duchesne qui montre bien en fait comment il y a un côté, si on veut, presque un postulat élitiste là-dedans, c'est-à-dire que pour pouvoir être agissant, si on veut, dans le cadre des politiques publiques, il faut avoir ce statut d'acteur. Et donc, le statut d'acteur suppose d'être reconnu. Et pour qu'il y ait cette reconnaissance, il faut donc avoir les ressources pour pouvoir devenir acteur. Ce qui veut donc dire que le coût d'entrée dans les espaces de formulation des politiques publiques est assez important et n'est pas accessible nécessairement aux simples citoyens. Donc, les citoyens qui ont accès à ces espaces-là, ce sont plutôt des citoyens organisés ou ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes. Donc, du coup, à partir de ce constat où, du point de vue empirique, il y a peu d'influence des citoyens et par rapport à la façon dont on conçoit, en fait, les espaces de formulation des politiques publiques, bien, le citoyen n'est pas du tout au centre de l'analyse des politiques publiques et de l'administration publique. Et ça devient, ce constat-là finit par devenir qu'il y a un effet d'évitement, c'est-à-dire que c'est une non-question, en fait, pour la plupart des études sur l'analyse et l'administration publique. Alors, on pourrait penser, en fait, que l'arrivée des dispositifs de participation publique va changer ça, puisqu'il y a un espoir là-dedans de dire, en fait, que les citoyens peuvent être plus impliqués et que donc, finalement, ça vient modifier les arènes de négociation des politiques publiques et on peut donc se poser vraiment la question, en fait, comment est-ce que ces dispositifs de participation viennent changer ces arènes de négociation et comment les acteurs traditionnels réagissent à ces dispositifs-là. Or, force de constater, en fait, que finalement, il y a très peu de travaux, je dirais, en administration et politique publique qui permet de faire ces constats-là de façon assez étonnante. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est de regarder déjà, de voir en fait qu'une des principales contribution de ce champ-là est plus de nature prescriptive. Donc, c'est ce qu'on retrouve, les propositions qu'on trouve au sein de la théorie critique, qu'on peut aussi appeler théorie post-positiviste ou post-moderniste de l'administration et des politiques publiques. Je vais prendre le temps de l'expliquer et de montrer, en fait, s'il y a eu vérification empirique de ces propositions-là. Puis ensuite, je vais très modestement proposer des chantiers où l'administration des politiques publiques, l'administration et l'analyse des politiques publiques pourraient avoir une contribution importante, sachant que je crois que la contribution est à venir. Donc, voilà. Alors,
Dans les théories critiques, j'ai réuni de façon peut-être un peu trop rapide tout un ensemble, une littérature assez riche qui, de façon générale, critique à la fois la façon dont on élabore les politiques publiques, mais à la fois aussi les recherches sur l'administration et les politiques publiques. Donc, comme je disais, c'est un ensemble de littérature assez vaste, mais que je vais essayer ici de résumer. Donc, qu'est-ce que dit en fait les théories critiques en général? Donc, s'intéresse premièrement en fait au fondement en fait de l'analyse des politiques publiques en se demandant, en fait, on sait que lorsqu'on fait l'historiographie de ce domaine-là, on ramène ça en fait à Roald Lasswell qui serait le fondateur et qui aurait dit, bon, ben voilà, l'analyse des politiques publiques, c'est une science de la démocratie. Et donc, il y a tout un enjeu sur comment interpréter qu'est-ce que c'est une science de la démocratie. Et au départ, il y aurait eu une conception assez restreinte que remettent en cause justement les théories critiques de la démocratie. C'est que Roald Lasswell avait comme projet, en fait, de créer une forme de métadiscipline dans l'analyse des politiques publiques qui était capable d'arranger tous les domaines du savoir pour être capable, par la suite, de faire en sorte qu'on ait des décisions qui soient appuyées sur un savoir neutre et qui pourraient, du coup, arriver à des décisions efficaces. Donc, science de la démocratie, en voulant dire comment trouver, à travers l'exploitation du savoir au sein des politiques publiques, comment arriver, en fait, à avoir les meilleures décisions possibles. Et on peut comprendre, en fait, cette façon de raisonner au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc de vouloir trouver une forme de rationalité très grande pour éviter, finalement, les effets, les tragédies qu'on avait eues auparavant. Et donc, cette façon de concevoir, en fait, l'analyse des politiques publiques a, du point de vue des théories critiques, amené, en fait, certaines dérives du point de vue des techniques, des outils qu'on a utilisés, la plus fameuse étant, finalement, par exemple, l'analyse coût-bénéfice, donc pour essayer de choisir la meilleure décision. Alors que pour les théories critiques, une science de la démocratie devrait plutôt replacer, finalement, le citoyen au centre des décisions publiques. La deuxième critique, c'est plus de souligner les limites du modèle weberien d'administration publique, en voulant dire, en fait, que cette conception qui veut que l'administration publique soit organisée d'un point de vue avec une chaîne de commandes claire qui permet une imputabilité. Donc, l'idée, c'est d'assurer de comment construire l'imputabilité, la responsabilité, et d'assurer, en fait, un modèle de leadership caractérisé par la rationalité instrumentale avec cette chaîne de commandement-là, ce que dans le modèle weberien, c'est l'idée qu'en fait, ça va permettre une plus grande responsabilisation des acteurs, des actions qui sont repérables dans le temps, puis un traitement égal des administrés. Donc, l'idée, c'est vraiment, avec cette chaîne de commandement, en fait, ce fonctionnement hiérarchique, en fait, de l'administration publique, de réduire les décisions arbitraires puis l'incohérence dans l'action publique. Or, pour les théoriciens critiques, ça, en fait, cette façon de concevoir-là, même si on comprend l'idée au départ, dans la pratique, au final, ce qu'on peut voir, c'est que ça isole l'administration publique des citoyens. Ça crée une forme d'îlot, en fait, où l'administration publique n'est plus en lien avec les citoyens. Et ce qui veut dire que, en fait, la bureaucratie devient antidémocratique, devient un lieu opaque de décision. Et alors que les théoriciens critiques, eux, valorisent beaucoup plus une administration publique qui est construite par le bas, qui est structurée, en fait, autour de réseaux locaux de collaboration qui seraient plutôt ouverts à la participation des citoyens. La troisième critique qui est faite, je résume rapidement, c'est la critique du monopole de l'expertise exercée par l'administration publique, faite principalement par Frank Fisher, qui critique en fait la vision qui est strictement technique et instrumentale de l'action publique et qui remet en cause en fait le monopole de l'expertise parce que finalement ça a pour effet de dévaloriser les citoyens au nom de critères d'exigence, de critères de compétences qu'on applique aux citoyens sans les appliquer nécessairement aux experts. C'est l'idée finalement que les experts seraient porteurs d'un savoir neutre, alors que finalement ils sont aussi porteurs d'intérêts et c'est pas vrai que dans la façon de construire le savoir,
il y a une neutralité qui serait là. Et donc, ce qui fait que il y a des choix la construction du savoir est aussi politique en tant que telle. Et donc, c'est abusif de vouloir exclure les citoyens sur le fait qu'ils ne représentent pas cette neutralité du savoir, alors que ceux-là même qui portent le savoir ne sont pas neutres en tant que tels. Donc, ça amène un fort déséquilibre, cette façon, ce monopole de l'expertise. Alors, quelles sont les propositions de la théorie critique? C'est de replacer la subjectivité des acteurs au centre de notre compréhension de l'action publique. Alors, il y a toutes sortes de façons d'appeler ça. Par exemple, Peter de Léon va parler de Participatory Policy Analysis. Et c'est en fait une façon de dire qu'il faut plus se cacher derrière la neutralité scientifique, puis plutôt de voir que le contenu des politiques, de voir le contenu essentiellement politique des décisions de l'État, et de voir que l'action publique, c'est une forme de projet de repolitisation, c'est une question de débat, d'arguments, de valeurs. Et il y a donc cette idée forte de construction sociale autour de la façon que les enjeux d'affaires publiques sont construits et d'en prendre acte pour être capable de comprendre le fonctionnement de l'État. Donc cette proposition-là a deux effets du point de vue déjà méthodologique, du point de vue des chercheurs, c'est-à-dire de beaucoup plus valoriser des méthodes qui permettent d'aller comprendre la subjectivité des acteurs, qu'ils soient experts, citoyens, élus, etc. Donc avec l'analyse de discours, la construction des méthodes récits, le storytelling. Et du point de vue pratique, une des propositions fortes faites dans ce corpus de littérature, c'est de promouvoir davantage de dispositifs de participation qui, en fait, on l'espère, pourraient amener une forme de nouveau type de management public ou, en fait, qui permettrait finalement de transformer la relation entre les citoyens et l'administration publique et le rapport au savoir de façon plus générale. Et c'est aussi une façon de dire que l'administration publique a un rôle à jouer, en fait, dans la lutte contre l'apathie politique également. Alors, on peut se demander s'il y a des vérifications empiriques à ces propositions qui sont assez fortes et qui suscitent beaucoup d'espoir. Donc, la première chose que je me suis demandé, c'est on était allé voir si les fonctionnaires, comment ils réagissaient finalement par rapport à la participation publique, au dispositif participatif. Et en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que, bon, généralement, c'est un défi assez grand pour les fonctionnaires, mais de façon générale, au-delà de le souligner, on peut dire qu'il manque d'études qui nous permettraient de voir vraiment comment, sur un temps long, finalement, la participation publique vient modifier la fonction publique. C'est-à-dire qu'on a des études qui montrent que pour les fonctionnaires, c'est pas une position facile, c'est souvent un des défis les plus importants dans leur carrière, mais on va pas montrer, par exemple, ce que ça vient modifier les liens hiérarchiques, qui est une des critiques des modèles des théoriciens critiques. Est-ce que ça peut permettre d'amener plus de multidisciplinarité ou d'interdisciplinarité dans la fonction publique? Donc ça, c'est des études qui nous manquent, en fait. Alors voilà. Ensuite, un autre paradoxe qui me semble pas évident à affronter, c'est qu'on voit bien que les théoriciens critiques sont quand même un peu plus logés à gauche dans leur projet de repolitisation de l'administration publique. Or, force est de constater qu'en fait, que plusieurs des innovations en matière de démocratie, de participation publique dans les 20 dernières années sont issues, en fait, d'une des réformes d'administration publique qu'on pourrait dire plutôt à droite. On ne peut pas dire que le nouveau management public, en fait, en tant que tel, est un projet qui vise, en fait, à faire en sorte de dire que l'État doit devenir... doit être plutôt... doit être plutôt, en fait, dans la stratégie, donc dans les fonctions stratégiques, alors que en fait, toute la prestation de services publics, elle, doit être éloignée de l'État, qui, lui, doit juste avoir ce rôle de stratège. Donc, c'est cette idée, en fait, qu'on retrouve beaucoup, par exemple, aux États-Unis, dans l'idée de réinventer le gouvernement, steering rather than roaring. Bon, voilà. Et donc, ça a donné lieu, en fait, le nouveau management public à toutes sortes de réformes qui amènent, finalement, par exemple, de vouloir réintégrer de la compétition dans l'administration publique. Et ça amène aussi, en fait, un projet où, en fait, on se dit que l'administration publique, cette idée de réintroduire de la compétition, c'est aussi changer la relation entre les citoyens et les fonctionnaires, où les citoyens sont vus comme des consommateurs
de services publics. Et donc, ils ont une voix en termes de consommateurs, donc pouvoir exprimer leur insatisfaction, leurs besoins, et que c'est là que, du point de vue du nouveau management public, se situe l'imputabilité pour les fonctionnaires. C'est dans cette possibilité, cette crainte de l'insatisfaction, de la possibilité d'avoir des voix d'insatisfaction qui sont exprimées par les citoyens qui, en fait, amèneraient à modifier leur travail. Et alors que pour les théoriciens critiques en général, l'imputabilité est beaucoup plus de dire qu'il faut donner aux citoyens un siège autour de la table de formulation des politiques publiques et non pas simplement dans ce rapport très consumériste, finalement, des services publics. Or, il y a un peu un paradoxe là, puisque plusieurs des innovations participatives des dernières années proviennent de pays, en fait, où le management public a été particulièrement appliqué. De toute façon, tous nos pays, en général, ils ont eu un certain degré d'application de ces réformes-là. Donc, on a juste à penser à la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Dans les travaux de Yves Saint-Omer, par exemple, il identifie bien, en fait, comme étant le nouveau management public comme étant un des facteurs importants qui explique que toutes les expériences en matière de délibération proviennent aussi de ces réformes-là. Donc, il y a un peu un malaise là parce qu'on est dans deux compréhensions de la démocratie très différentes entre les théoriciens critiques et puis ce nouveau management public, mais qui a amené quand même ces dispositifs participatifs. Alors, on peut se demander, est-ce que ces dispositifs-là, par exemple de délibération, relèvent de cette idée du nouveau management public? On peut trouver ce malaise-là également autour de la notion de gouvernance qu'on a peut-être utilisée de façon abusive, mais qui est là pour décrire en fait une nouvelle façon de faire du gouvernement, qui est en fait de dire que le gouvernement ne dirige plus seul, il coproduit, il est en partenariat avec un ensemble d'acteurs et donc il y a une coproduction de l'action publique, une ouverture à des acteurs non gouvernementaux. Lorsqu'on essaie, donc une fois qu'on a dépassé ce discours, à se demander vraiment concrètement qu'est-ce que ça veut dire la gouvernance, qu'est-ce qu'on peut remarquer en termes de nouvelles façons de faire, bien on se rend bien compte qu'en fait le citoyen n'est pas nécessairement présent. Alors que l'idée d'ouverture se donne cette impression-là. Souvent on va faire presque une équivalence, peut-être moins maintenant, mais il y a encore quelques années entre gouvernance et puis démocratie participative, ouverture aux citoyens, alors que finalement cette ouverture-là, dans ces nouveaux partenariats, c'est beaucoup plus en termes de stakeholders, d'entreprises privées, par exemple, qui se retrouvent à avoir un siège sur un conseil d'administration dans des nouvelles agences publiques autonomes, par exemple, ou des organismes, des associations qui deviennent prestatrices de services publics de l'État, mais qui ont un rapport vraiment de fournisseurs au gouvernement. Donc, est-ce qu'on ne peut pas vraiment parler de participation à ce moment-là? Donc, ce que ça montre, en fait, c'est qu'il y a quand même une ambiguïté sur le projet de la participation publique, puis que c'est loin d'être un mouvement homogène, puis qu'il y a des tensions, évidemment, dans la participation publique. Alors, un autre versant donc des travaux qu'on peut trouver en administration et politique publique, c'est donc de se dire, bien, si c'est loin d'être un mouvement homogène, il y a besoin de travaux sur le design participatif. Puisqu'on constate en fait qu'il y a une très grande variété de dispositifs participatifs, Ruhe et Fleurer ont trouvé plus de 100 appellations différentes en fait en termes de différentes expériences. Smith, lui, les a regroupés autour de 44 dispositifs différents. Donc, ça montre bien en fait qu'on a des modèles très différents. Et que le fait qu'il y a des différences, en fait, dans ces modèles-là, ça amène aussi les tensions qu'on retrouve autour de l'application de la participation publique. Et pour reprendre l'expression en anglais, je pense que tout spécialiste, en fait, de la participation publique est très conscient que le diable est dans les détails et que c'est pour ça qu'on a un peu des fois une obsession pour la procédure, puisque c'est dans l'organisation de cette procédure-là que se trouve la possibilité peut-être d'un changement de force. Donc, les travaux sur le design cherchent finalement à se dire, en fait, à penser, en fait, qu'on peut évaluer les dispositifs en fonction des anticipations qu'on peut avoir sur les conséquences souhaitées des dispositifs participatifs. Donc, simplement, là, moi, je vous en ai mis un sur la base, vous le retrouverez dans l'article de design que j'ai un peu simplifié sur la base des travaux de Fung, qui montrent bien, en fait, les différents choix qu'on peut avoir. Mais une fois qu'on a fait toutes ces classifications-là qui existent et que je pense qu'on pourrait encore compléter,
il faut quand même faire attention d'avoir une approche trop essentialiste des procédures. Hein. Et là, ça, c'est une chose qu'on apprend en administration et politique publique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un instrument de politique publique, mais qu'ensuite, cet instrument-là n'est pas neutre en tant que tel, hein, donc, et qu'il faut voir comment les acteurs réagissent par rapport à cet instrument-là, et c'est la même chose pour les dispositifs de participation. Donc, ça dépend, la réception qu'on peut avoir d'un instrument dépend en fait du contexte, en fait, et donc on a un besoin dans la recherche de se décentrer du regard des procédures pour plutôt regarder le contexte de production, de participation de la participation publique. Donc, dès lors, moi, je vous présente pour terminer, en fait, quelques chantiers qu'on pourrait avoir du point de vue des théories, finalement, de l'administration des politiques publiques qui ont été peu mobilisées pour étudier ce phénomène de la participation publique. Je sais très bien qu'il pourrait en avoir beaucoup plus que ça. Je me suis limitée à 3, avec l'objectif suivant. C'est que le constat que je fais, c'est que dans les premières, peut-être dans la première, deuxième génération d'études sur les dispositifs participatifs, on a eu, je dirais, une approche très à l'échelle micro, en fait, ou micro-sociologique, si on veut, des dispositifs participatifs, soit en s'intéressant au fonctionnement interne de ces dispositifs participatifs, soit, en fait, au contexte très proche de ces dispositifs-là. Donc, les acteurs vraiment de proximité. Et je pense qu'il faut qu'on essaie maintenant de plutôt essayer de sortir de ces études de cas, puis de permettre d'établir des ponts entre les espaces participatifs pour pouvoir aussi permettre de mieux comprendre ce phénomène-là. Et puis, ça passe également, évidemment, par une analyse sur le long terme. Tantôt, j'ai donné l'exemple pour la fonction publique, qu'est-ce que ça vient changer, et puis par plus de comparaison. C'est déjà un peu commencé, mais je crois qu'il faut continuer là-dedans. Donc, premier chantier, donc en reprenant des théories de l'administration des politiques publiques, donc l'idée, en fait, que la participation publique est un instrument de politique publique. Donc, du point de vue des politiques publiques, les instruments, c'est considéré comme les mesures utilisées par les gouvernements pour rendre effectives les politiques publiques. Puis l'intérêt, en fait, ça permet, en fait, de voir la participation publique comme des instruments, de faire le lien entre la portée de la participation publique puis le contexte de mise en œuvre en tant que tel. Il y a Michael Howlett qui fait la différence entre des instruments qui sont de type substantif, donc qui affectent directement la production et la prestation des services des biens dans une société, par rapport aux instruments qui sont de type procéduraux, qui sont plus proches donc de la participation publique, qui visent plutôt à influencer le nombre d'acteurs, puis qui visent à redéfinir un contexte d'action en donnant des nouvelles ressources à des acteurs qui peuvent influencer la formulation des politiques publiques. Donc, c'est très proche, cette idée d'instruments procéduraux. Par exemple, la notion de politique constitutive qui a été beaucoup développée dans les années 90 en France, par exemple. Et donc, tout ça, ça comprend tout un ensemble d'instruments de transparence et d'information auxquels appartient la participation publique. Donc, à partir de là, je pense que si on conçoit la participation publique comme ça, on peut faire plusieurs hypothèses. Une qui me semble assez intéressante, c'est de se poser, en fait, des questions sur les relations de complémentarité puis de compétition en dispositifs participatifs. C'est à partir du moment où on dit qu'il y a plusieurs modèles différents de dispositifs participatifs, on veut bien dire qu'en fait, il y a des tensions entre eux, qu'il y a des modèles qui ne peuvent même pas être complémentaires entre eux. Et donc, il faut se demander à quel point est-ce que lorsqu'il y a juxtaposition de plusieurs dispositifs, ça vient, oui ou non, amoindrir l'effet d'un premier dispositif par rapport à un autre. Et ça se voit, par exemple, dans toutes sortes de domaines, que ce soit, par exemple, dans les grands projets urbains, en politique, dans les politiques sociales en général. On a de plus en plus, sur des processus assez longs, plusieurs dispositifs qui s'additionnent. Et ça, c'est à voir les effets que ça peut avoir. Et dans la littérature, on trouve deux types d'hypothèses là-dessus. Il y en a qui vont dire, en fait, le pluralisme en termes de dispositifs participatifs, c'est normal, c'est souhaitable parce qu'on est dans un domaine de l'expérimentation, en fait. Et que selon l'enjeu qui est discuté, on n'aura pas besoin du même type de dispositif. Des fois, on a besoin d'un dispositif qui amène une forme d'empowerment assez fort pour les citoyens, alors que d'autres fois, de type consultatif, c'est suffisant.
Alors qu'il y a une autre position, en fait, qui va dire, en fait, qui s'inquiète quand même de la trop grande fragmentation du champ de la participation publique en disant qu'il y a peut-être trop de dispositifs participatifs et qu'il faut être conscient, en fait, des relations de pouvoir qui existent dans la formulation de ces différents dispositifs-là. Une autre question qu'on peut se poser, c'est l'articulation entre les dispositifs participatifs et les instruments de la nouvelle gouvernance, donc ce qu'on appelle la contractualisation, le fait, donc, ce qu'on trouve aussi qui est au centre du nouveau management public, donc à quel point, en fait, est-ce qu'ils sont compatibles entre eux? Est-ce que, par exemple, dans des partenariats public-privé, il y a de la place pour de la participation publique? Et donc, on peut se demander, en fait, à quel point la participation publique est en conflit avec des nouvelles pratiques de l'État, puis pourrait expliquer, en fait, pourquoi, des fois, la participation publique n'arrive pas à atteindre ses buts. Un autre chantier, la participation publique amène un processus d'apprentissage. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On parle souvent de ça, en fait, en tant que tel. Mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin, en fait, dans cette idée, en fait, que les acteurs sont capables d'intérioriser des nouveaux savoirs, puis qui leur permettent, en fait, d'insérer des leçons du passé puis de nouvelles informations dans un nouveau cadre interprétatif. C'est ça, l'idée d'apprentissage. Donc, ça suppose, en fait, qu'on peut penser qu'il y a des instruments comme les dispositifs de participation qui amènent des stratégies de réalignement de la part ou d'adaptation de la part des acteurs. Et ça, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans ce qu'on a vu et puis ça permettrait déjà aussi de faire en sorte que notre analyse ne reste pas juste statocentrée puisque la participation publique se définit par le fait que c'est les autorités publiques qui mettent de l'avant des espaces de participation et invitent les citoyens à venir participer. Ça fait en sorte qu'évidemment, on va regarder les stratégies d'apprentissage chez les élus. Bon, on les connaît pas tant que ça encore, ou par exemple chez les fonctionnaires, je dis qu'on les connaissait pas tant que ça. Mais c'est intéressant aussi d'aller plus loin et de se rendre compte que maintenant, avec le succès de la participation publique en tant que telle, bon, il y a toutes sortes de stratégies d'adaptation. Par exemple, chez les maîtres d'ouvrage, on voit bien qu'il y a eu des volontés d'organiser eux-mêmes leurs débats publics ou des stratégies de négociation en amont des débats publics dans les travaux de Louis Simard puis de Jean-Michel Fourniot, par exemple. Et puis, il y a toutes sortes de ce que j'appellerais des espaces autonomes de participation publique, comme des think tanks qui organisent eux-mêmes des débats publics ou des organismes plus militants qui organisent des débats publics pour ensuite être capables d'aller influencer les autorités publiques. Donc, c'est une forme de détournement de ces espaces-là, mais qui sont axés sur l'idée de la procédure, l'importance de la procédure, et ça, je crois que ça reste encore assez peu étudié. Et il y a aussi cette idée, en fait, dans des travaux encore récents, comme de Magali Nonjon, de Caroline Hendricks, sur le fait, en fait, qu'il y a il y a tout un marché de la participation qui s'est ouvert avec tout un ensemble de consultants qui vendent des services autour de la participation. Il faut se demander à quel point ça vient affaiblir ou pas la participation publique, le projet de départ. Il y a deux hypothèses là-dessus. Une plus optimiste disant que non, ça peut être plutôt des entrepreneurs de la participation publique et l'autre de dire, bien finalement, non, la commercialisation de la participation vient amoindrir la participation publique. J'ai presque terminé. Sur le troisième chantier, c'est plus en termes de la diffusion de la pratique de participation publique, parce qu'il y a quand même une énigme assez importante. On va tous constater que peut-être que le projet de la participation publique n'est pas aussi d'autant d'espoir qu'on l'aurait voulu, que ça reste quand même le maillon faible de toutes les étapes de décision publique. Mais malgré tout, il y a une diffusion assez importante, une multiplication de ces dispositifs de participation. Il faudrait sans doute se pencher sur les facteurs de diffusion en tant que tels. Donc déjà, il y a quelques études qui montrent en fait dans quel pays on est plus susceptible de retrouver des dispositifs de participation publique. Donc, on sait que la participation publique rencontrerait moins de succès dans les pays plus centralisés, plus fermés à la représentation des intérêts, puis marqués par une culture démocratique qui serait réfractaire à l'expression trop directe des conflits. Mais on pourrait aller encore plus loin pour mieux connaître les mécanismes de diffusion, que ce soit le mimétisme,
le fait que, par exemple, au point de vue local, il y a une forme de mise à niveau des standards démocratiques qui ferait qu'une municipalité imite une autre municipalité pour adopter des dispositifs de participation. Ça permettrait, par exemple, d'expliquer pourquoi on a dans des municipalités pourquoi est-ce que des maires qui n'ont pas l'air à croire à la démocratie participative mettent de l'avant des dispositifs participatifs malgré tout? Moi, quand j'ai étudié le cas de Bordeaux, ça m'a toujours fasciné. Je pense aussi qu'il y a un effet de standards locaux là-dedans. Et puis, il y a aussi toute la question autour de la mondialisation des politiques publiques, pour plus dire que c'est une question juste de politique domestique, politique interne. Et là, il faudrait s'interroger sur l'influence d'organisations internationales dans la prolifération de ces modèles-là, donc l'OCDE, la Banque mondiale, l'International Association of Public Participation, le Forum des autorités locales, également des experts de renommée internationale, certains qui sont plus connus, plus visibles, en fait, qui sont souvent aussi des universitaires, mais d'autres qui sont aussi également moins connus, mais qui participent à cette diffusion-là. Une des grandes questions, c'est comment est-ce que, le budget participatif, on a un peu une idée, on est tous un peu comme spécialistes de ces questions-là. On le sait que, par exemple, la Banque mondiale et l'OCDE ont beaucoup valorisé cet instrument, le budget participatif, pour pouvoir combattre, par exemple, le clientélisme, pour avoir des meilleurs processus budgétaire, mais on connaît mal, en fait, comment s'est faite cette diffusion-là, en fait, en tant que telle. Donc, au bout de ces 3 chantiers que je sais sont très limitatifs, je suis sûre que vous avez d'autres idées liées à ça. Ma conclusion, c'est au travail. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis plus de 20 ans, en fait, on pourrait croire, on se dit, il y a un champ d'études multidisciplinaire qui est centré sur la participation, qui s'est vraiment développé, mais on pourrait dire en même temps, au bout de 20 ans, peut-être que finalement, on a fait un peu le tour, puis j'avoue, moi-même, quand j'essaie de me faire ma propre auto-analyse, même après ma thèse, j'avais l'impression que je ne savais plus ce qu'on pouvait dire sur la participation publique. Mais je crois que là, en fait, on est peut-être à une 3e génération d'études sur ces enjeux-là, de la nature plus descriptive et prescriptive, pour essayer d'aller voir un peu plus ce qui se passe. Et je crois que le champ de l'analyse et de l'administration publique peut avoir une très grande contribution, puisqu'il n'y en a pas eu une dans les deux, très importante, je dirais, du point de vue en tout cas empirique, dans les deux premières générations. Ça permettrait effectivement, je pense, en continuant ce travail, de faire le lien plus fort avec les affirmations prescriptives des théoriciens critiques, en se posant vraiment des questions sur l'apport démocratique de ces dispositifs-là. Et peut-être aussi, ce serait une voie féconde pour s'interroger davantage sur l'apparition difficile du citoyen dans les théories de l'action publique. Voilà, merci.